cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle fois la joie d'écouter les délires de Madame Saké. La dernière fois, elle avait essayé de nous expliquer que pour résoudre les problèmes de dette, il suffit de dépenser de l'argent. Voilà, bon, c'est une solution peu pertinente. Aujourd'hui, elle va nous donner l'occasion de voir tout ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez avoir de bonnes relations avec votre banque. Bon, alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Madame Saké ? Commission d'intervention, frais de rejet de prélèvement, frais de non-exécution de virement, lettre d'information pour compte débiteur ou encore blocage de votre carte. Voici quelques motifs pour lesquels votre banque peut vous débiter. Ces raisons, il y en a des dizaines et souvent, on ne les connaît pas vraiment. Et ce n'est pas grâce à vous que nous allons le savoir, Madame Saké. Bon, pour nos spectateurs, Madame Saké nous parle ici de frais. Mais elle ne nous dit pas lesquels. Les frais, c'est tout ce que vous facture votre banque. Concrètement, il y a deux catégories de frais. Je sais, c'est technique. La première, ce sont les frais normaux liés à la fourniture d'un service. Par exemple, les frais de tenue de compte. La deuxième catégorie, ce sont les pénalités, qui s'appliquent lorsque vous ne respectez pas les conditions d'un service. Par exemple, si vous payez votre échéance de prêt en retard, fatalement, on va vous compter des pénalités. Il n'y a pas de magie. Ici, on devine que Madame ne nous parle que de la deuxième catégorie de frais. Maintenant qu'on sait ça, c'est quoi le problème, Madame Saké, au juste ? Mais dans de nombreux cas, les banques n'informent pas les clients de leurs droits, quitte à faire de leur vie un véritable enfer. Ah ouais, un enfer, carrément. Une banque peut vous facturer si vous avez signé un contrat chez elle, si vous lisez pas votre contrat, c'est pas la faute de la banque, ou en fonction des conditions générales que vous avez acceptées lorsque vous avez ouvert un compte dans cette banque. La plaquette tarifaire issue de ces conditions générales est systématiquement disponible sur le site de la banque. C'est une obligation réglementaire. Donc, Madame Saké raconte n'importe quoi, j'en suis bien désolé. Après, Madame Saké a peut-être fait sa vidéo un petit peu rapidement, elle n'est pas forcément spécialiste du sujet, on peut peut-être lui pardonner à cause de ça. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus d'ailleurs, Madame ? J'aimerais vous préciser à vous, spectateurs, que j'ai travaillé sur ce sujet pendant plusieurs mois. Ah bon, ben, vous n'avez aucune excuse pour cette bouse que vous avez fait, Madame, hein, je suis désolé. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on aurait besoin de savoir, Madame ? Nous ne citerons aucune institution bancaire dans cette émission. Oui, parce que ces établissements bancaires risqueraient de vous mettre le nez dans votre caca en sortant les chiffres. Madame va nous présenter deux personnes qui ont réussi à se mettre dans les ennuis avec leur banque. Et ces deux exemples sont juste parfaits. Ça représente vraiment les deux cas de figure les plus fréquents des clients à problème pour une banque. Et quand je dis à problème, ça veut dire que les clients ont des problèmes. Hein. C'est pas la banque qui a un problème dans cette histoire. Madame Saké, c'est à vous. Fatoumata est agent SNCF depuis 16 ans. Elle a 2 enfants et jusqu'à 2019, elle n'avait jamais eu de problème avec sa banque. Quelques années plus tôt, mère célibataire, elle avait pris des crédits à la consommation pour subvenir à ses besoins. Bon ben, ça commence mal. Ce que Madame Saké vient de vous dire, c'est le pire usage qu'on puisse faire du crédit. Ici, littéralement, ce qu'a fait Madame Fatoumata, c'est qu'elle n'avait pas les moyens de payer, donc elle a décidé de payer plus cher. Oui, quand je dis ça comme ça a l'air très bête. Mais c'est littéralement ce qu'elle a fait. Le crédit n'est pas gratuit. Fatalement, quand vous empruntez, vous devez rembourser l'argent que vous avez emprunté, plus un intérêt. Un crédit ne sert pas à payer vos factures. Un crédit, ça sert à gagner du temps. Là, ce que Madame Saké vient de nous décrire, c'est le chemin le plus sûr vers un désastre financier. Mais on va laisser Madame Fatoumata nous expliquer ça elle-même. J'avais des crédits et du coup j'ai dû racheter ces crédits que j'avais pris à l'époque quand j'étais mère célibataire. Donc
des crédits de consommation pour m'habiller, pour habiller mes enfants, pour leur payer des vacances, pour la vie de tous les jours, pour m'acheter des meubles quand j'ai emménagé ici. Voilà, rien de faramineux, mais voilà, j'avais besoin d'argent à cette époque-là. Vous aviez besoin d'argent pour partir en vacances. Bon, au-delà de la question des vacances, ce que madame vient de nous raconter, c'est le parcours classique des surendettés. Madame a souscrit à de multiples crédits à la consommation, sans se poser de questions et surtout sans se demander comment est-ce qu'elle allait payer ses crédits. En dehors du fait que madame gère manifestement très mal ses finances, quel est le problème ici, madame Saquet ? Mais un différend avec sa conseillère bancaire qui a enquêté illégalement sur la provenance de certains de ses chèques. Ah ouais, enquêter illégalement. Bon, alors, un petit point réglementation. Les banques sont sous l'autorité de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et l'ACPR a des exigences pour les banques, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces attentes, qui sont des obligations pour les banques, sont définies dans les lignes directrices que nous allons regarder tout de suite. Celle qui nous intéresse concerne Tracfin. Tracfin étant la plateforme de déclaration des opérations suspectes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que les banques ont une obligation de vigilance à l'égard de leur clientèle. Et plus précisément, avant d'entrer en relation d'affaires, l'organisme financier identifie et vérifie l'identité du client, ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires. L'organisme financier recueille et analyse les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent parmi ceux figurant sur la liste dressée par l'arrêté du 2 septembre 2009. L'organisme met à jour ces éléments d'information. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'arrêté de 2009 au juste ? Eh bien, ce qu'il nous dit, c'est que les éléments d'information susceptibles d'être recueillis pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être le montant et la nature des opérations envisagées, la provenance des fonds, la destination des fonds et la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que votre banque doit être capable d'expliquer d'où vient l'argent que vous lui donnez. Vous nous avez dit quoi déjà, madame Saquet, au juste ? Conseillère bancaire qui a enquêté illégalement sur la provenance de certains de ses chèques. Non, madame. Cette conseillère, elle remplit ses obligations légales de lutte contre le financement du terrorisme. Ce que vous venez de voir n'est pas un élément isolé. Quasiment tout ce que dit madame Saquet est faux. Enfin bon, madame, reprenez votre histoire. Puis surtout la pandémie, viennent bouleverser ce fragile équilibre et en quelques mois, c'est la descente aux enfers. Et j'imagine que c'est la faute de la banque s'il y a eu le Covid, hein ? Le problème ne vient pas du tout de madame qui a emprunté sans se demander comment elle allait payer. En mars, elle est mise au chômage partiel pendant plusieurs mois, ce qui vient encore réduire les rentrées d'argent. Immédiatement, les frais bancaires s'accumulent. Pour l'année 2020, la banque lui réclame plus de 2300 € de frais d'incident, l'équivalent de son salaire mensuel, ce qui met Fatoumata dans une situation intenable. Eh ben voilà, on a enfin des chiffres. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même. On sait désormais que madame Fatoumata gagne 2300 € par mois, et on sait que sa banque lui demande 2300 € de frais. Notez quand même que madame Saquet ne nous explique pas la composition de ses frais. Il faut dire que si elle le faisait, on se rendrait compte qu'elle est en train de nous prendre pour des imbéciles. Mais vous avez de la chance, je suis là, donc nous allons essayer de reconstituer ces fameux frais. Alors, tout d'abord, madame Fatoumata va nous donner un petit peu plus de détails. Les frais bancaires augmentaient des deux côtés, du côté de la banque et du côté des crédits quand les prélèvements étaient rejetés. Le plus probable ici, c'est que madame inclut les intérêts d'emprunt dans son calcul. Oui, je rappelle que madame est endettée. Nous ne connaissons pas le montant de ses dettes. Mais nous allons ici faire preuve d'un petit peu d'imagination. Nous savons que madame a bénéficié d'un regroupement de crédits, ce qui signifie que ses dettes se chiffrent probablement au minimum en dizaines de milliers d'euros. Nous allons imaginer qu'elle a emprunté 40 000 € au taux de 3,7%. Pourquoi 3,7% ? Parce que c'est tout simplement le taux moyen des prêts accordés au premier trimestre 2022.
Voilà. Alors, si ces chiffres sont respectés, le montant des intérêts qu'elle doit payer sur une année s'élève à 1480 euros. Évidemment, si vous payez en retard, comme nous le dit Madame Fatoumata, la banque va vous appliquer des pénalités. On va imaginer qu'on est face à une banque très cool et que pour une année entière de retard, ils vont appliquer une pénalité de 1%. Ça fait 400 euros. On ajoute ça aux 1500 euros qu'on avait trouvé juste avant, ça fait 1900. Il nous faut maintenant trouver 400 euros pour atteindre les 2300. Madame Fatoumata, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Quand les prélèvements étaient rejetés, Évidemment, les prélèvements rejetés, ça génère une pénalité. On va imaginer 20 euros par rejet de prélèvement. Oui, si vous n'êtes pas habitué, ça peut impressionner, mais c'est un tarif assez standard. Multiplié par 2 rejets de prélèvement par mois, parce que madame a des difficultés de paiement, mais pas uniquement avec sa banque. Un peu plus tard, son loyer est rejeté. Multiplié par 12 mois, on atteint 480 euros. 1900 plus 480, ça fait à peu près 2400. Mon calcul a beau avoir été fait avec une louche qui fait la taille d'un tractopelle, le fait est qu'on est quand même très proche des 2300 euros dont madame nous parlait. Et c'est là que vous vous rendez compte que madame Saké ne nous a pas dit toute la vérité. Parce que sur ces 2300 euros, il y en a les 2/3 qui étaient d'ores et déjà prévus par le contrat de crédit de madame. Évidemment, ici, ce que je dis est basé sur des suppositions. Mais je suppose parce que ici, madame Saké ne nous a pas donné les informations nécessaires pour comprendre la situation de madame Fatoumata. D'autre part, les hypothèses que je pose sont raisonnables. Il n'y a ici rien d'extraordinaire. Et évidemment, si on est capable de me prouver que je me suis trompé dans mon analyse, je viendrai m'excuser. Mais ceux qui suivent ma chaîne savent que j'ai déjà lancé ce genre de défi, et que personne n'a été capable de le relever. Enfin bon, alors Madame Fatoumata, comment est-ce que vous avez réagi quand vous vous êtes rendu compte de vos difficultés financières ? et malheureusement, il a fallu faire des choix sur les paiements que j'allais faire. Donc j'ai payé les frais, j'ai payé les crédits. Et par exemple, depuis 1 an et demi, je ne paye plus les cantines de mes enfants. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous ne payez plus ? Un peu plus tard, son loyer est rejeté. Elle est forcée de rendre sa box internet, ne permettant plus à ses enfants de suivre les cours à distance en pleine pandémie. Bon, là j'ai un petit peu le sentiment que les enfants sont une variable d'ajustement. Madame ne paye pas leur cantine, madame les déscolarise. Bon, jusque-là, madame nous a démontré qu'elle a pas beaucoup de jugeote, mais elle peut faire encore plus fort. En avril dernier, Fatoumata est à un stade très avancé d'une nouvelle grossesse. D'accord. Donc si je comprends bien, madame est au chômage, son mari est également au chômage, il ne paye plus la cantine des enfants, le loyer est rejeté, on n'a pas les moyens d'avoir internet. C'est le bon moment pour avoir un enfant en plus. Évidemment, avoir un enfant dans ces conditions, c'est totalement irresponsable. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur l'enchaînement de décisions de madame qui a conduit à cette situation. Madame a décidé d'aller souscrire des crédits qu'elle savait n'avoir pas les moyens de payer. Puis, madame, quand elle a constaté la dégradation de sa situation financière, a choisi de ne rien faire. Puis, quand elle n'a pas pu faire autrement que de faire face à cette dégradation, elle a coupé dans son budget n'importe comment. Et enfin, une fois qu'elle a bien constaté que tout était ingérable, elle a décidé de faire des enfants. De faire un enfant, pardon. J'attire votre attention sur ce point, car ça correspond à la majorité des gens qui ont des difficultés financières. Leurs difficultés ne viennent pas d'un événement ponctuel. Ici, par exemple, la perte de son emploi, enfin, son chômage partiel. Non. Les difficultés viennent d'un enchaînement de mauvaises décisions qui auraient pu être évitées si la personne avait eu 2 sous de jugeote. Enfin bon. J'ai quand même été mauvaise langue, hein. Quand madame Fatoumata a reçu cette addition de 2300 euros, elle a quand même décidé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire au juste, madame Saké, dites-nous tout. Fatoumata finit par contacter une association, Banque Info Recours, qui prend en charge les démarches juridiques des personnes victimes de frais bancaires abusifs. Alors, regardons ensemble leur site web.
qui met un petit peu de temps à s'ouvrir. J'en suis désolé, ce sont eux les responsables. Alors, les premiers mots qui apparaissent sont litige, litige et litige. Ça va, on n'est pas face à des gens qui sont trop virulents déjà. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font dans la vie ces gens-là? Alors, stratégie et valeurs. Il est en première ligne dans le combat contre les banques. Ok, alors passons au point suivant. Frais bancaires, recouvrement abusif, mise en protection des familles via la suspension judiciaire des crédits. Bon, on est face à des gens qui veulent faire des procès, ok. Surendettement, là aussi c'est une procédure juridique. Action de dénonciation médiatique du rouleau compresseur de la finance. Ces gens-là, ce qu'ils sont en train de vous expliquer, c'est qu'ils vont faire de la diffamation dans les journaux. Tout ça n'est pas très sérieux, mais bon, il y a pire. Madame Saquet, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire à propos du représentant de cette association? Sébastien Haller a déjà dû faire face à plusieurs plaintes en diffamation. D'accord. Quel a été le résultat de l'action de ce monsieur? Lorsque Banque Info Recours prend son dossier en main, le ton monte avec la banque. Et Fatoumata est directement contactée par la directrice de son agence qui n'apprécie pas du tout la démarche. Non, sans rire. La banque n'apprécie pas de se faire agresser par des délinquants récidivistes. Ah, c'est surprenant ça. Mais je vous parlais en fait en termes de résultats concrets là. Contester ses frais bancaires lui a coûté cher. J'ai eu un peu plus de 300 € qui m'ont été remboursés. J'ai reçu un courrier pour clôturer mon compte, qui me signifiait que dans 60 jours, mon compte serait clôturé. En résumé, l'association n'a servi à rien. Voilà. Point important, vu le profil d'excité de l'association qu'on a vu, s'il y avait eu la moindre possibilité de contester, vous pouvez être sûr et certain qu'il l'aurait fait. Pour finir le cas de Madame Fatoumata, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle a appris de cette histoire. Je vous la fais courte, à peu près rien. Le cas de Madame Fatoumata est extrêmement intéressant parce qu'il est représentatif de l'immense majorité des clients à problème pour les banques. C'est un mélange de bêtises et de négligence. Madame a commencé par souscrire des crédits qu'elle savait ne pas avoir les moyens de payer, puis quand les problèmes ont commencé, elle les a tout simplement laissés pourrir, et finalement, elle vient pleurer parce qu'elle ne comprend pas. Sur ce, passons au deuxième cas. Madame Saquet, dites-nous tout. Romain, il est en colère. D'accord, et pourquoi il est en colère au juste? Il est électricien en bâtiment. En 2006, il achète un terrain et construit lui-même sa maison. La banque lui fait alors un prêt de 163 000 € pour l'achat du terrain et des matériaux à rembourser sur 20 ans. Entre-temps, il crée avec sa femme sa société d'artisans. Mais la banque refuse de lui faire un prêt pour qu'il puisse se constituer une trésorerie. N'ayant aucune autorisation de découvert, des retards de paiement de clients, un retard sur un chantier ou des fluctuations de trésorerie banales le plongent dans la spirale des frais bancaires. Bon, on a encore un grand champion. Ce monsieur s'est lancé dans une activité en estimant qu'il avait besoin d'un financement. Il n'a pas obtenu ce financement et il s'est quand même lancé. Et après, surprise, ça marche pas. Oh non. Mais on va le laisser nous raconter son histoire parce que c'est encore plus bête que ça. C'est... Bon, je suis un peu sans voix là. Ça fait pas loin de 10 ans que je travaille dans le domaine de la finance et je crois que j'ai jamais entendu un truc aussi bête. Et vous étiez à découvert sur ces comptes? Alors il y a certains comptes qui étaient à découvert, d'autres non. Wow. Il y a 30 secondes, il avait pas d'autorisation de découvert. Vous seriez pas un petit peu en train de prendre vos spectateurs pour des pigeons des fois? Enfin bon, reprenez votre histoire. Est-ce que c'était dans la limite du dépassement autorisé? Alors il y a des comptes qui étaient, il y a certains comptes qui étaient au-delà de la limite du dépassement autorisé, mais pas forcément pour les raisons qu'on pourrait s'imaginer. La raison que j'imagine, moi, c'est que vous avez dépensé de l'argent. Voilà, spontanément, c'est ça que j'imagine. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter justement d'être martelé de frais bancaires, à un moment donné, il est préférable de ne plus utiliser un compte. C'est-à-dire quand vous êtes à découvert sur un compte, il vaut presque mieux rouvrir un autre compte et faire fonctionner un autre compte que de fonctionner avec ce compte-là. Parce que chaque opération qui va passer sur ce compte, nécessairement, va entraîner des frais. Alors, on va commencer par ce que monsieur aurait dû faire. Rappelez-vous de ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Alors, il y a certains comptes qui étaient à découvert, d'autres non. Ce que monsieur aurait dû faire, c'est évidemment prendre l'argent des comptes qui ne sont pas à découvert pour combler le déficit des comptes qui étaient à découvert. C'est évident pour n'importe quelle personne qui a un cerveau normalement constitué.
Sauf que voilà, monsieur a voulu faire le malin, et quand la banque lui a refusé son crédit de trésorerie, il s'est dit c'est pas grave, je vais contourner le système, je vais ouvrir des comptes et fonctionner avec le déficit, et ça me fera mon crédit. Ça, c'est une escroquerie, ça s'appelle la fraude au crédit. Bon, là, je vais être très franc, j'ai jamais entendu une version aussi conne de la fraude au crédit. D'une part, la probabilité de se faire attraper par la banque était de 100%. D'autre part, les taux de découvert sont beaucoup plus élevés que les taux de crédit professionnel. Et on parle de plusieurs fois supérieurs. Ce que ça veut dire, c'est que monsieur, il a pris le risque de partir en prison pour avoir le droit de payer son crédit plus cher. Vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que c'est profondément stupide de faire ça. Mais évidemment, il va réussir à faire quelque chose d'encore plus stupide. Après tout, puisqu'on est bien parti, autant continuer dans le n'importe quoi. Il décide de laisser un de ses comptes à l'abandon. Il n'y touche plus pendant 7 mois. Et la banque lui réclame 700 € uniquement de frais bancaires. Oui, parce qu'évidemment, c'était pas suffisant de faire de la fraude. Il fallait en plus laisser un compte à découvert pendant plus d'1 an. Est-ce que vous avez fait d'autres choses regrettables, monsieur ? J'ai formulé des contestations, et possiblement ce sont ces contestations. Alors au début, je me suis dit peut-être qu'ils ont accédé à mes contestations et ils ont décidé de faire le premier pas, de revenir. Là, je suis juste soufflé. Le mec fraude, il laisse ses comptes en vrac, et après il va se plaindre à sa banque. Et du coup, comment est-ce que votre banque a réagi quand elle a su que vous l'aviez volé, monsieur ? Si les comptes créditeurs qui sont passés à 0. Et le surlendemain, j'avais plus accès à Internet. Évidemment, il y avait juste rien d'autre à faire, monsieur, Bon, là, monsieur s'est payé la fiole de sa banque, mais il est aussi en train de se moquer de nous, parce qu'il y a eu d'autres conséquences que ça. Évidemment, il va pas le dire ouvertement, mais on va le laisser nous expliquer son histoire plutôt on va le laisser nous mentir, et ensuite je vous expliquerai ce qui s'est passé en vrai. On nous a saisi la maison pour 354 € de retard de prêt. Alors non, juste non. Ça n'existe pas. Saisir les biens d'un débiteur en défaut de paiement, ça prend plusieurs années, en particulier pour les biens immobiliers. Sauf si le client a commis une fraude, auquel cas, ça va très très vite. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que la banque s'est rendue compte que monsieur avait fait une fraude au crédit. Elle a donc utilisé la clause de remboursement anticipé qui figure dans tous les contrats de crédit immobilier, qui dit que si vous êtes un fraudeur, la banque peut exiger le remboursement immédiat du prêt. Et elle lui a donc demandé de rembourser les 160 000 € dont il nous parlait au début, tout de suite. Et évidemment, monsieur n'avait pas ces 160 000 €. Mais du coup, comment est-ce que ça s'est fini cette histoire, monsieur ? Aujourd'hui, je vis dans le Lot-et-Garonne, à Tonneins, dans un garage sommaire. Voilà où ça mène de prendre les gens pour des imbéciles. Bon, on va s'arrêter là avec le cas de Romain, de toute façon on nous donne tellement peu d'informations dessus que on ne peut pas en tirer tellement plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce monsieur, il est représentatif de la deuxième catégorie des clients à problème pour les banques. Celle des gens qui se croient plus malins qu'ils le sont. Après avoir étudié ces deux cas, je me doute que vous, chers spectateurs, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans la situation de ces gens. Je vais donc vous expliquer très rapidement comment éviter d'avoir des embêtements avec votre banque. Et vous allez voir, c'est très 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 simple. Il y a 4 grands principes à respecter. Planifier, communiquer, justifier et être de bonne foi. Voyez, ces 4 éléments, c'est pas très compliqué à retenir. Maintenant, voyons en pratique comment ça marche avec un exemple. Vous êtes dans la situation de Madame Fatoumata. Vous avez des mensualités de crédit à payer et vous venez de vous retrouver au chômage. Premier principe, planifier. La première chose à faire est de calculer quand est-ce que ça va coincer sur le plan financier. Deuxième solution, définir un plan qui va permettre d'éviter ce problème. Parce que c'est bien gentil d'avoir des problèmes, mais c'est mieux d'avoir des solutions. Ici, le problème est simple. Vous êtes au chômage et vous avez besoin de temps pour trouver un nouvel emploi. Donc la solution, c'est de demander un différé à votre banque. Une période pendant laquelle le paiement des mensualités de crédit est suspendu. Ici, ce que vous allez sûrement me demander, c'est « mais est-ce que la banque va accepter ?» C'est ce qui nous amène au deuxième principe, la justification. Vous devez être capable de prouver à votre banque que vos demandes sont fondées.
Un point important, fondé, ça veut dire que soit la banque est obligée d'accéder à vos demandes, soit que c'est dans son intérêt d'accéder à vos demandes. Autant que possible, vous ne devez pas demander une faveur. Tout simplement parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne vous l'accorde pas. Votre situation n'est pas le problème de votre banque. C'est votre problème à vous. Reprenons notre exemple. Je vais demander un différé à ma banque. Mettons 6 mois. Comment est-ce que je vais défendre ma demande? Évidemment, je ne vais pas dire « Bonjour madame la banque, s'il vous plaît, j'aimerais ne pas payer mes crédits pendant 6 mois parce que la vie n'est pas facile en ce moment. » Ça a à peu près aucune chance de passer. Le bon discours, c'est celui-là. J'ai perdu mon emploi, je vous demande aujourd'hui un différé de 6 mois afin de trouver un travail qui me permettra de rembourser ce prêt. Si vous refusez, mon équilibre financier sera rompu et il y a de fortes chances que je ne sois pas capable de vous payer. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Ici, vous expliquez à la banque que c'est dans son intérêt de vous rendre service. Évidemment, ça marche beaucoup mieux si vous avez des éléments factuels et chiffrés qui vous permettent d'appuyer votre demande. Ce que je viens de vous dire, ça implique d'utiliser notre troisième principe. Communiquer. Autant que possible, vous devez être à l'initiative de la communication avec votre banque. Vous lui proposez un plan, vous lui amenez des éléments. Contrairement à Fatoumata et à Romain, vous ne devez pas être passif. Cette communication, il ne faut jamais la rompre. Jamais. Même si la banque refuse vos demandes, même si la banque a accepté vos demandes. Si votre banque a refusé vos demandes aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle les refusera plus tard. Et à l'inverse, si vous avez obtenu vos demandes aujourd'hui, peut-être que vous en aurez d'autres différentes demain. Donc, maintenez un contact constructif avec votre banque. C'est dans votre intérêt. Autre point important sur la communication avec votre banque, utilisez l'écrit autant que possible. Et ce pour 2 raisons très simples. Tout d'abord, les paroles s'envolent et les écrits restent, ça tout le monde le sait. Mais le deuxième point important, c'est qu'en communiquant par écrit, vous sortez de l'immédiateté. Vous laissez le temps à votre banque de réfléchir à vos demandes. Passons maintenant au dernier principe. Être de bonne foi. Il est excessivement important d'être de bonne foi vis-à-vis de votre banque. Si votre banque pense que vous êtes de mauvaise foi, elle rejettera toutes vos demandes, voire clôturera vos comptes comme Madame Fatoumata et Monsieur Romain. Ensuite, si vous avez un contentieux avec votre banque, le principal critère que les tribunaux retiendront pour juger en votre faveur sera votre bonne foi. Et oui. Bon, sur ce, cette vidéo commence à être un peu longue, donc je vais la clôturer ici. Ma conclusion pour cette vidéo sera la même que d'habitude. Madame Saké nous a menti. Et si vous l'écoutez, la seule chose qui va se passer, c'est que vous serez en colère pour rien. Parce que ce qu'elle dit est faux. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro.